Le Venezuela retient son souffle. Donald Trump déclarera-t-il la guerre au régime de Nicolás Maduro? Écoutez ses propos. Le territoire vénézuélien sera notre prochaine cible. Nous n'avons jamais fait autant de progrès. Les bateaux remplis de drogue sont presque éradiqués. Et la drogue arrivant par voie terrestre est beaucoup plus dangereuse. Et cela va s'accentuer, vous le verrez bientôt. Monsieur le Président, si vous déclarez la guerre à ces cartels, pourquoi ne pas simplement demander au Congrès une déclaration de guerre ? Je ne pense pas que nous allons nécessairement attendre la réponse du Congrès. Je pense que nous allons simplement tuer les personnes qui font entrer de la drogue dans notre pays. D'accord ? Nous allons les tuer, vous comprenez ? Ils vont mourir. Bonsoir Gérard Haro. Bonsoir. Votre nouvel ouvrage, Leçons de diplomatie aux éditions Talendier. Vous avez entendu les propos de Donald Trump qui, lui, très clairement ne dit « j'ai pas besoin du Congrès pour une déclaration de guerre ». À quel jeu joue-t-il ? Alors d'abord, il n'est pas le premier président des États-Unis à lancer une opération militaire sans déclaration de guerre. C'est même le cas le plus général. Moi, je mettrais cette affaire en rapport avec... ils ont mis sous sanction le président de Colombie. Ils ont imposé des droits de douane punitifs sur le Brésil. Et ils ont l'autorisation maintenant de lancer des opérations militaires à l'intérieur du Mexique pour frapper des trafiquants de drogue. Au fond, c'est la doctrine Monroe. Vous savez, c'est cette doctrine en 1823 où les États-Unis ont décidé d'une certaine manière le continent américain, c'est à nous. C'est à nous. Et vous avez un Donald Trump qui revient à ce qui a toujours été un peu la politique américaine, le nombre de dictateurs qu'ils ont imposés, le nombre d'interventions militaires qu'ils ont lancées, c'est très, très, très important. Et il le fait à sa manière, c'est-à-dire à sa manière brutale. Il n'essaye pas il ne cherche pas de feuilles de vigne en face de ce qui, disons-le, a toujours été un peu la politique américaine en Amérique latine. Il justifie ça par sa guerre contre le fentanyl, mais on sait dans les faits que le Venezuela a un rôle minime dans le fentanyl aux États-Unis. Est-ce que son électorat y croit quand il dit ceci ? Je pense qu'il suscite l'enthousiasme de son électorat. Les notions de vérité, de pas de vérité, visiblement ne comptent pas. Il les fanatise et ils le suivent. Vous avez tout à fait raison. Il y a un sénateur républicain, Rand Paul, qui récemment a dit « Mais enfin, le Venezuela ne produit pas de fentanyl. Et les bateaux que vous détruisez en disant qu'ils amènent du fentanyl en Floride, en réalité, ils auraient besoin de refaire le plein au moins 10 fois avant d'atteindre la Floride. » Ça se passe surtout au Pacifique, dans le Pacifique en fait. Mais aussi dans les Caraïbes, oui, voilà. Donc vous avez, oui, les Américains le croient volontiers. Il rend à leur pays le sentiment de sa puissance. Mais cela étant, en même temps, c'est assez étrange parce que l'homme ne veut pas d'intervention longue. Il ne veut pas que les Américains s'embourbent dans des opérations longues. Il aime bien frapper, comme il l'a fait sur l'Iran. Donc, que veut-il faire ? Est-ce qu'il va faire tout simplement une bordée de tirs sur le Venezuela ? Je ne pense pas qu'il aille jusqu'à débarquer les boys. Il en est capable ? Oui, il en est capable, mais de nouveau, ça va contre sa pensée de pas d'intervention militaire américaine de longue durée, je frappe et je rentre chez moi. Peut-être qu'il voudrait simplement cibler Nicolás Maduro lui-même. Ah mais il l'a dit, je crois que ça, il l'a dit. L'avantage avec Trump, c'est qu'il dit tout ce qu'il va faire. Donc, et visiblement, il n'a aucune honte. Ça ne le gêne pas de dire qu'il veut tuer un chef d'État étranger. Oui, il a annoncé qu'il voulait se débarrasser de Maduro. Donc, nous verrons ça dans les jours qui viennent. On assiste à une sorte de débauche de décisions contradictoires, imprévisibles, et on est tous dans la situation du spectateur. Ça, au fond, Trump nous rappelle à quel point les États-Unis sont la première puissance au monde et que personne n'ose s'élever contre ce qu'il fait. On a l'impression d'une guerre presque contre le terrorisme. Et d'ailleurs, Pete Hegseth, le chef du Pentagone, lui fait le parallèle assez clairement. Il dit c'est comme une lutte contre Al-Qaïda. Regardez ces mots. Si vous êtes un narco-terroriste, trafiquant de drogue dans notre hémisphère, nous vous traiterons comme nous traitons Al-Qaïda.
Ce qui veut dire qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. En gros, vous savez, la guerre contre le terrorisme, par définition, n'avait aucun sens. Hein. Le terrorisme, je ne connais pas. Il y a des groupes terroristes, et donc, voilà, il fait le parallèle d'Al-Qaïda, qui est totalement stupide, et ils veulent essayer de régler par le bombardement un problème qui est avant tout un problème de santé publique et un problème de police, c'est-à-dire le problème de la drogue aux États-Unis. Et ils veulent évidemment le traiter à l'extérieur. En attendant, Nicolás Maduro multiplie les appels au calme. Écoutez-le. Ils inventent une nouvelle guerre éternelle. Ils ont promis de ne plus jamais entrer en guerre et ils inventent une guerre que nous allons éviter. Personne ne croit ce qu'ils disent, mais ils n'ont pas pu affirmer que Maduro et le Venezuela possèdent des armes de destruction massive. Ils n'ont pas osé le dire, du moins. Ils ne peuvent pas dire que nous construisons une arme nucléaire. Ils ne peuvent pas dire que nous avons des missiles pointés vers les villes des États-Unis. No pueden decir que tenemos misiles apuntando a las ciudades de Estados Unidos. No lo pueden decir, ¿verdad? Vous êtes un vrai diplôme. Est-ce que Nicolás Maduro est uniquement victime de Donald Trump? Le prix Nobel de la paix, qui est l'opposante vénézuélienne, elle dit, en fait, Nicolás Maduro n'est pas victime de Donald Trump, il est victime du système qu'il a mis en place au Venezuela. Ah, le Venezuela est un désastre. Je crois que c'est le pays qui a les plus grandes réserves pétrolières au monde. Et Chavez, puis ensuite Maduro, ont réussi à faire de ce pays, qui était un des plus riches en Amérique latine, justement un des plus pauvres. Et plusieurs millions de Vénézuéliens ont été obligés de fuir, soit de fuir la violence du régime, soit de fuir la pauvreté. D'une certaine manière, je dirais que il n'y a pas de monde dans cette histoire. Hein. C'est pas le tiers-monde qui lutte contre l'impérialisme américain. Il y a l'impérialisme américain, mais en face, il y a un régime qui est en fin de course, un régime pitoyable, qui a ruiné son propre pays. Alors, est-ce qu'il y a une partie des Vénézuéliens qui attendent une intervention américaine ? Il se peut qu'il y ait une partie des Américains, des Vénézuéliens, qui se disent plutôt n'importe quoi plutôt que ça. En même temps, en général, les interventions étrangères, on l'a vu un peu récemment en Iran, suscitent une réaction nationaliste. Hein. Donc, il doit y avoir des Vénézuéliens qui, sans aimer ce régime, font plutôt bloc au nom du nationalisme. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de Vénézuéliens qui espèrent que les Américains frappent et frappent fort. Alors cette situation n'inquiète pas seulement le Venezuela lui-même, mais aussi d'autres pays de l'Amérique latine. Écoutez. On ne peut pas simplement déclarer qu'on va envahir d'autres pays pour lutter contre le trafic de drogue sur leur territoire, sans tenir compte de leur constitution, de l'autodétermination des peuples, et si cela va à l'encontre de la souveraineté territoriale de ces pays. Si le monde devient une terre sans loi et sans respect, il sera très difficile d'y vivre. J'espère que le président Trump souhaite discuter de cette question avec moi. Je serai extrêmement heureux d'en discuter avec lui. Le président brésilien à l'instant, Donald Trump doit le rencontrer ce dimanche lors de sa tournée asiatique. Quand on connaît un peu la situation entre les deux pays, 50% de droits de douane, la condamnation de Jair Bolsonaro, qu'on appelle le Trump brésilien. Est-ce que Lula, dans ce cas-là, va devoir jouer une sorte de jeu d'équilibrisme, vous qui connaissez si bien la diplomatie? Oui, il va essayer, mais pour moi, ce qui est important, vous savez, au fond, c'est de faire le parallèle avec d'autres pays. Vous avez donc ces géants, hein, vous avez violents, les États-Unis, la Chine, la Russie, et vous avez tous ces autres pays, ces puissances moyennes, qui essayent d'éviter d'être pris entre l'enclume et le marteau. Et vous avez, le Brésil est un bon exemple, mais il y a aussi l'Inde, l'Indonésie et les pays européens. Et je pense que nous devrions, nous les Européens, justement travailler, coopérer avec tous ces pays qui, comme nous, voulons justement que ce ne soit pas la loi du plus fort et que l'on essaye de préserver, de défendre le plus possible le droit international sur lequel Trump, Poutine et Xi Jinping s'assoient confortablement. Mais c'est intéressant parce qu'à partir du moment où c'est loin de nous, géographiquement, on a peu de réactions au final des Européens. Alors on a beaucoup critiqué les Américains sur l'Ukraine, mais les Européens sur le Venezuela, pour le moment, pas tant de réactions que ça.
Mais oui, c'est l'égoïsme sacré, c'est-à-dire qu'on se dit il vaut mieux ne pas susciter la colère de Trump qui est imprévisible, donc laissons les pauvres Vénézuéliens ou laissons les Latino-Américains se débrouiller tout seuls, plutôt que d'essayer au fond de créer une solidarité, je dirais, contre les impérialismes, les empires qui sont de retour, l'Américain n'étant qu'un de ces empires. Nous, on est face aux Russes, et bien d'une certaine manière, le Brésil, la Colombie, ils ont de nouveau, comme je l'ai dit, c'est incroyable, ils ont sanctionné le président de Colombie, les Américains. Eh bien, tous ces gens-là aussi, ils veulent rester indépendants et ils sont attachés au droit international. Une tournée en Asie qui se transforme en plateforme de négociation. Regardez ces images un peu surprenantes. Donald Trump qui reçoit l'émir du Qatar à bord d'Air Force One pour parler du Proche-Orient, alors qu'il est au Qatar lui-même et qu'il a atterri sur place. Depuis une semaine, Israël voit défiler les plus hauts responsables américains. L'objectif, s'assurer que Benjamin Netanyahou applique à la lettre le plan Trump pour Gaza. Est-ce que l'accord vole déjà en éclats, Gérard Haro ? Oui, l'accord est très fragile. Depuis le début, il était facile de penser qu'il était fragile, parce qu'une fois que les otages sont libérés, évidemment, la tentation est forte pour les Israéliens de reprendre les opérations militaires. Ce plan de paix, il est le résultat de pressions très vives sur Israël. On a tordu le bras des Israéliens et de l'autre côté, les Arabes ont tordu le bras du Hamas. Le Hamas a livré les otages et l'Israël essaye le plus possible de ne pas faire sa part du chemin, en disant à tout moment que le Hamas ne respecte pas tout. À l'évidence, il y a par exemple un certain nombre de cadavres des malheureux otages qui sont sous des milliers de tonnes de gravats et dont plus personne ne sait où ils sont. Et donc c'est un bon argument pour Israël de dire vous n'avez pas rempli votre part du travail. Mais les Américains, en tout cas cette administration américaine, à la différence des précédentes, elle sait qu'Israël veut essayer de jouer ce jeu-là, et apparemment ils sont décidés à ne pas se laisser manœuvrer par Israël. Alors il y a un terme qui a émergé ces derniers jours, justement dû à cette situation, c'est Bibi-sitting. Donc en parlant de Benjamin Netanyahou, Bibi-sitting comme du baby-sitting. Est-ce que les Israéliens ont besoin d'être baby-sittés par les Américains ? Parce que si vous laissez les Israéliens seuls, si j'ose dire, il est évident que ce gouvernement d'ultra-droite va continuer sa politique. Sa politique, c'est le harcèlement. C'est épouvantable ce qui se passe en ce moment en Cisjordanie. Personne n'en parle, mais c'est absolument épouvantable. Et Donald Trump a dit, ne vous en faites pas, il ne se passera rien. Ils vont pas parce annexer. qu'il y a eu un vote à la Knesset. Voilà, ils ne vont pas annexer. Mais la réalité, c'est que tous les jours, il y a des violences sans fin contre les malheureux Palestiniens en Cisjordanie. Et là, c'est pas le Hamas. Mais sur Gaza, la tentation, comme je l'ai dit, est forte de reprendre les bombardements, de procéder dans ce qui serait un nettoyage ethnique. Et donc vous avez les Américains qui sont sur place, qui se succèdent sur place pour éviter le pire. Mais le point important de cette tournée asiatique, ce sera tout de même cette rencontre. Donald Trump, Xi Jinping, le président chinois. Est-ce que nous sommes là dans une sorte de diplomatie d'affichage, Gérard Haro ? Non, nous sommes là dans le cœur même de la diplomatie, c'est-à-dire un rapport de force a été établi, et un rapport de force absolument stupéfiant. Mais depuis le début, ce que je dis, c'est que la nouvelle guerre froide qui est entre Chine et États-Unis, elle ne sera pas d'abord militaire, elle sera d'abord économique. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les Chinois ont imposé des sanctions sur les terres rares, qui sont des sanctions absolument stupéfiantes et qui peuvent sont essentielles aux États-Unis. Et à nous aussi. Vous savez que si ça continue, dans 15 jours, l'industrie automobile allemande s'arrête. Parce que voilà, donc il y a cette épreuve de force qui a été déclenchée par les Américains. Les Chinois ont dit chiche, et donc voilà, chacun arrive va se rencontrer, mais chacun a un très gros bâton. Et moi, j'aurais l'impression que cette fois-ci, c'est le bâton chinois qui est le plus grand. Vous pensez que les Américains vont flancher ? Je pense qu'ils ont intérêt quand même plutôt à flancher. On a l'impression que les Chinois sont prêts à aller assez loin cette fois-ci. Ils ont l'impression de s'être fait rouler une première fois. Vous savez qu'ils étaient arrivés à une sorte d'armistice en termes de droits de douane, et cet armistice a été brisé par les Américains, qui ont sanctionné des dizaines d'entreprises chinoises. Et les Chinois, vous savez, la Chine, c'est pas l'Europe, c'est pas la Grande-Bretagne. Il y a aussi un élément de prestige qui joue un rôle immense, une superpuissance
puissance ne peut pas laisser piétiner son prestige, et donc la Chine est dans cette situation. C'est le berger qui répond à la bergère. Et donc, on va voir ce qui se passe. Mais là, les enjeux sont gigantesques. Mais vous le savez pertinemment, Gérard Haraud, toute la campagne de Donald Trump, en tous les cas sur la scène internationale, a été basée sur la Chine comme ennemi des Américains. Là, s'il décide de flancher, comment justifier ça auprès de son électorat? Alors, il faudra, tout dépendra de la diplomatie chinoise. Est-ce que les Chinois vont offrir, d'une certaine manière, une voie de sortie honorable à Trump, une sorte d'accord commercial, d'accès des Américains au marché chinois? Vous voyez, un des faits importants, et d'ailleurs dans mon livre j'en parle pour la diplomatie, c'est qu'il ne faut pas chercher une victoire totale aux dépens de l'adversaire, parce que du coup l'adversaire va vouloir prendre sa revanche, l'adversaire ne va pas respecter l'accord parce qu'il ne peut pas accepter la défaite. Donc il faut mieux essayer d'avoir un compromis qui puisse permettre à Trump de dire « j'ai gagné », même si ce n'est pas vrai. Et l'un des sujets dont Donald Trump compte parler avec Xi Jinping, c'est le sujet de la Russie et de l'Ukraine. Écoutez. Nous avons imposé des sanctions très sévères à la Russie. Je pense que ces sanctions vont être très dures, très fortes. Mais j'aimerais que la Chine nous aide. L'un des sujets dont nous discuterons est la situation entre la Russie et l'Ukraine, où 7000 personnes sont tuées chaque semaine. Des soldats, principalement des soldats. Lui aussi aimerait que cela cesse. Alors, demander de l'aide à la Chine sur les négociations entre la Russie et l'Ukraine, la tentation était là depuis un moment. Les Chinois avaient même laissé savoir qu'ils étaient prêts à envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine s'il y avait un cessez-le-feu. Est-ce que là, il est capable de refiler le bébé des négociations à la Chine? Non, je pense qu'il y a derrière, vous savez, cette idée stratégique américaine qui est de dire nous devons essayer de dissocier, de séparer Chinois et Russes. Et là, je pense que c'est une erreur stratégique, que l'alliance russo-chinoise est une alliance fondamentale, que pour la Chine, l'adversaire stratégique, ce sont les États-Unis, et que la Chine n'a pas d'alliés, si ce n'est la Russie. Et donc la Chine n'apprécie pas et n'a pas approuvé l'invasion de l'Ukraine, parce que la Chine est une puissance plutôt de statu quo, mais elle ne peut pas permettre la défaite de la Russie. Et donc, elle soutiendra la Russie autant que nécessaire, parce que la défaite de la Russie, ce serait l'isolement de la Chine qui se retrouvait sans aucun allié. J'utilise toujours le parallèle. Au fond, c'est comme avant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Là, la Chine, c'est comme l'Allemagne, et la Russie, c'est l'Autriche-Hongrie. À la fin, l'Allemagne a fait la Première Guerre mondiale pour défendre l'Autriche-Hongrie, parce qu'elle ne pouvait pas accepter sa disparition. Voilà, je crois que nous sommes dans cette situation, que la Chine ne peut pas laisser la Russie disparaître de la carte des grandes puissances, et ça, je crois que Donald Trump commet une erreur en l'espérant. Alors, on ne sait plus vers qui Donald Trump va se tourner aux dernières nouvelles. Est-ce qu'il aura besoin également de la Corée du Nord? Il ne ferme pas la porte, écoutez. Monsieur, pendant votre séjour en Corée du Sud, avez-vous l'intention de rencontrer Kim Jong-un dans la zone démilitarisée? Je le ferai s'il me contactait. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai annoncé sur Internet que je venais en Corée du Sud. Et s'il souhaite me rencontrer, je suis ouvert à cette idée. Je le ferai. Si vous voulez faire passer le message, je suis ouvert. Vous savez, ils n'ont pas beaucoup de services téléphoniques. Ils ont beaucoup d'armes nucléaires, mais pas beaucoup de services téléphoniques. Je suis ouvert à cette possibilité, je vous le dis. J'avais une excellente relation avec lui et il sait probablement que je viens, n'est-ce pas? Vous voulez faire passer le message? Je suis ouvert. Je m'entendais très bien avec Kim Jong-un. Alors, on se rappelle des lettres d'amour entre les deux dirigeants durant Trump 1. Est-ce que là, il va le rencontrer, vous pensez? Si le Kim Jong-un s'y prête, ils peuvent se rencontrer. De toute façon, ils se sont déjà rencontrés 2 fois et ça n'a débouché sur strictement rien, si ce n'est de donner à Kim Jong-un un statut encore de contribuer au statut de Kim Jong-un. Mais là aussi, Kim Jong-un est en train de faire fortune, si j'ose dire, en vendant des munitions à la Russie et en lui envoyant des milliers, voire des dizaines de milliers de malheureux qui vont à la boucherie. Donc, quel est l'intérêt pour Kim Jong-un de se prêter à une telle comédie, si ce n'est pour l'apparence, de montrer qu'il est l'interlocuteur de Donald Trump, mais Trump n'obtiendra strictement rien. A-t-il toujours la même fascination pour Kim Jong-un?
Il a la fascination pour tous les hommes forts et il est convaincu, ce qui est souvent le cas des hommes politiques. Alors lui, il porte ça un peu à l'extrême, mais vous savez, j'ai connu des hommes politiques français qui partageaient un peu cette vision, qui croient que les relations personnelles permettent de résoudre les problèmes structurels. C'est évidemment pas le cas. C'est pas le problème du programme nucléaire nord-coréen, puisque c'est ça le sujet. C'est pas parce qu'ils vont se taper sur le ventre, les deux hommes, et de dire à quel point ils s'aiment. C'est une vraie rivalité, et là, il faut une solution politique. Et Trump croit en disant mais oui, je le connais bien, il m'aime bien, et donc on peut trouver une solution. Alors, celui à qui il n'a pas tapé sur le ventre ces derniers jours, c'est à Vladimir Poutine, puisqu'il a mis en exercice ces fameuses sanctions sur les 2 mastodontes pétrolières. Écoutez-le. Poutine a déclaré que la Russie était à l'abri des sanctions américaines. Il a affirmé que cela n'aurait pas d'impact sérieux sur l'économie russe. A-t-il tort ? Je suis ravi qu'il partage cet avis. On en reparlera dans 6 mois. On verra bien. 6 mois, c'est long dans le langage de Trump tout de même. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, je me tourne plutôt pour Vladimir Poutine. Vous savez, tout le monde dit c'est un stratège génial. Un stratège génial, il ne fait qu'aligner les erreurs. Et puis alors là, il avait en face de lui un Donald Trump prêt à toutes les concessions. Mais il fallait quand même qu'il offre lui-même quelque chose de minimal. Rencontre d'Anchorage, rien. Il quitte Anchorage et il redouble les bombardements de l'Ukraine. Là encore, une fois de plus, Trump lui dit d'accord, je livre pas les Tomahawks, mais il faut qu'on se rencontre à Budapest. Rien. Il n'offre rien aux Américains. Mais c'est Donald Trump qui a refusé d'aller voir Vladimir Poutine cette fois-ci. Parce que avant, il y avait eu un appel téléphonique entre Lavrov et Rubio, les 2 ministres des Affaires étrangères, et que Rubio est revenu en disant à Trump ils veulent rien. Ils veulent pas faire de cessez-le-feu. Ils ne veulent rien. Et donc, à un moment, il a sous-estimé Trump. C'est-à-dire que Trump a reçu quand même une paire de claques à Anchorage, reçoit une nouvelle paire de claques. Et il y a une chose que déteste Trump, c'est d'apparaître comme le dindon de la farce, d'apparaître comme trop faible. Et donc, du coup, il a frappé pour rappeler qu'il est le boss, qu'il est le boss. Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé de politique, hein, parce que, comme vous le savez, Trump, il peut changer de politique en 24 heures. Et donc, si demain, Poutine, pour une fois, sait comment manipuler l'homme, ça peut changer du jour au lendemain. Mais alors, les canaux officiels, eux, n'ont pas été rompus. Parfois, on dit, bon, les canaux officiels, c'est trop compliqué de l'assumer au grand jour, donc on fait des canaux officieux pour essayer de se rencontrer. Là, c'est tout de même assez assumé. Kirill Dmitriev qui va rencontrer Steve Witkoff sur le territoire américain. Donc ça ne s'arrête pas. Ah, ça ne s'arrête pas. De toute façon, avec Trump, officieux, officiel, tout ça, il ne connaît pas la différence. Hein. Donc voilà, tout le monde peut négocier. Il suffit d'être un milliardaire qui a accès à son bureau, qui va lui dire, tu sais, je connais. Et Trump dira, mais vas-y et fais-le. Donc les Russes ont sans doute compris qu'ils avaient commis une erreur, parce que les sanctions qui ont été décidées sur les deux grands géants d'exportation du gaz et du pétrole vont faire mal. D'ailleurs, on a vu tout de suite des entreprises chinoises et des entreprises indiennes disant qu'ils ne vont plus acheter de gaz et de pétrole américain. Donc voilà, les Russes essayent de surmonter ce moment. Est-ce qu'ils feront les gestes nécessaires pour y parvenir? Je n'en sais rien. Mais de nouveau, avec Trump, tout peut changer en quelques heures. En attendant, il délègue, parce que la situation intérieure devient de plus en plus compliquée. Écoutez, Jarrah. Soyons très clairs ici à la Maison-Blanche, si les démocrates persistent à maintenir le gouvernement paralysé, nous craignons d'importants retards, perturbations et annulations de vols dans les principaux aéroports du pays pendant cette période de fête. Si les démocrates continuent de bloquer le gouvernement, ils paralyseront également le transport aérien américain. On parle bien entendu du shutdown américain. Là, l'Amérique est un peu paralysée puisque les services publics sont bloqués. Il y a un arrêt du financement parce qu'il n'y a pas eu de vote du budget. Les républicains ont une légère majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, mais ça ne suffit pas. Là, on a peut-être un peu la réalité du contre-pouvoir qui existe encore aux États-Unis. Là oui, parce que vous savez, il y a des majorités spéciales, les procédures du Congrès sont d'une complexité byzantine et ça permet à une minorité de bloquer. Il faut, pour passer au vote, il faut avoir 60 voix au Sénat sur 100.
Et donc, ils ont 51 voix, donc ils ne peuvent pas passer au vote. Alors, l'affaire du shutdown, c'est pas le premier. Hein. Et d'abord, c'est pas le premier sous Trump, mais même avant, moi j'en ai vécu, c'est une tradition quasiment, où lorsque les démocrates et les républicains, dans une période de polarisation, ils ne parviennent plus à un compromis. Voilà. Alors, je pense que nous, les Français, pour le moment, on n'a pas à leur faire la leçon. Hein. C'est vu ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu un blocage. La différence par rapport au blocage précédent, c'est que Trump, lui, ne cherche pas le compromis. En général, il y avait une sorte d'armistice au bout de 4-5 jours ou même 15 jours. Chacun avait montré ses muscles et on parvenait à un compromis en disant bon d'accord, je te donne ça, tu me donnes ça, parce qu'il savait bien que c'était quand même impopulaire. Mais là, avec Trump, déjà au cours du premier mandat, ça avait duré 3 semaines déjà, parce que Trump n'est pas l'homme à chercher un compromis. Trump veut gagner, 35 veut jours, l'emporter. Exactement. Pour l'instant, on n'a pas battu le record. Voilà. Et donc là, on est dans la même logique. Et vous avez entendu que ce qu'a dit la porte-parole. Elle a dit attention au vol pour les Américains qui veulent rentrer pour les vacances de Noël, parce qu'il n'y aurait plus de contrôleurs aériens et on ne pourrait plus voler. Ça fait partie un petit peu du chantage, en disant aux démocrates, nous on est prêts à tenir jusqu'à Noël. Est-ce que vous êtes prêts à avoir à encourir l'impopularité du shutdown? Donc on est dans une sorte de fais-moi peur, moi non plus. Voilà, mais tout de même, il y a une partie de son électorat qui est pénalisée, les militaires notamment, qui vont se rendre dans les pensions alimentaires, dans les banques alimentaires, parce qu'ils ne reçoivent pas leur salaire. Alors il y a un milliardaire qui vient de donner 130 millions de dollars. Alors on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Je crois que j'ai trouvé, il y avait un nom qui circulait, qui serait un des Mellon, la famille Mellon, qui serait donc 130 millions de dollars pour payer justement les soldes, une partie des soldes de l'armée américaine. Le jeu n'est pas là. Ce que vous dites, ce serait si tout le monde pensait que c'est la faute de Trump. Il y a une sorte de jeu aussi. Les Trump disent la faute démocrate, les démocrates la faute de Trump. Ensuite, quel est le jugement de l'opinion publique? On le saura après la crise.